je vais commencer par me présenter. Alors, c'est la première conférence que je refais depuis 2019, depuis avant le Covid. Donc, c'est de nouveau une remise en route qui s'était pas faite à cause de tout ce qu'on a connu. Et je remercie Paul et puis Jackie de m'avoir invité ici au musée pour présenter donc cette première conférence sur l'évasion de Ballersdorf. Alors, je voudrais juste, dans le journal, il y avait marqué « historien ». Je ne suis pas du tout historien, j'ai aucune étude en histoire, je suis juste passionné. Je pense que si j'ai un prof d'histoire qui vient et qui voit ce que je fais, il retrouvera pas ce que je fais dans ses notes de l'époque. Donc c'est de la passion. J'ai eu de la chance dans ma vie de passer ma jeunesse chez ma grand-mère. Donc ma grand-mère est morte il y a 3 ans, elle avait 107 ans. Et j'ai eu la chance, une fois de plus, de connaître une jeunesse sans télé, où on parlait beaucoup, où les gens se rencontraient, où on passait des soirées à parler. Et puis les anciens, ils parlaient de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre, de tout ce qui s'est passé autrement. Et ça, c'était vraiment, je pense que c'était le début pour moi de ma passion. À partir de ce moment-là, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup pris des notes sur ce que les gens me disaient. Au début, ça amusait beaucoup tout le monde, et donc tout le monde m'envoyait des témoignages, des récits, des choses comme ça. Après, j'ai voulu approfondir, donc j'ai eu une période où je me suis beaucoup rendu dans les archives. Donc les archives militaires, les archives régionales, un peu toutes les archives communales. Ça m'a permis d'avoir une certaine base historique et de l'avoir justement enrichi par tous ces témoignages. Puis après, je me suis aussi entouré, quand j'avais le temps, de beaucoup de personnes qui maîtrisaient des sujets. Je vois notamment Noël Bardot qui est dans la salle, qui est quelqu'un avec qui j'allais sur le terrain, et qui sont des gens qui m'ont énormément appris à découvrir, à comprendre le terrain. Donc je pense que voilà le travail que je vais vous présenter, c'est un travail de recherche historique, c'est un travail d'écoute de gens, de soirées passées chez eux, et c'est un travail de terrain où je me suis beaucoup rendu sur le terrain. Aujourd'hui, justement, ça va faire 20 ans que j'écris des livres. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus les témoignages. Donc, j'écris sous forme de romans parce que les gens sont plus là, parce que c'est bien trop compliqué à avoir des autorisations. Donc, j'écris plus sous forme de romans, mais ça reste quand même des livres qui sont très, très justes historiquement, mon dernier livre paraîtra dans 1 mois, donc Anna, qui raconte l'histoire d'une femme qui a vécu entre 1910 et 2012. Il est basé justement sur ses recherches historiques, mais aussi beaucoup sur ses témoignages, et donc il y a une souscription qui est ouverte pour justement permettre de financer cet ouvrage. Voilà, donc on va en venir au vif du sujet, à l'évasion de Ballersdorf. Alors, j'ai commencé ça comme ça, un village, une église, un monument, un drame et un devoir de mémoire. Pourquoi ? Un village, Ballersdorf, c'est un village où je suis beaucoup passé en vélo, puisqu'une de mes passions, c'est aussi de pédaler sur les routes du Sundgau. Et gamin, déjà, je voyais ce monument devant l'église de Ballersdorf, qui ne voulait pas dire grand-chose pour moi à l'époque. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à chercher, à comprendre, à rencontrer des gens et à décider de faire ce devoir de mémoire, de dire voilà, il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de choses décrites, il y a eu plein de choses de... je veux comprendre, je veux pas me contenter de ce qui est fait. Alors d'abord, avant de se lancer dans des recherches, je me suis lancé déjà dans la grande histoire, dans le contexte historique. Donc ici, j'ai noté les grandes dates. Donc,
pour en revenir, on habite sur une région qui a été énormément bousculée, hein, puisque l'Alsace était française. En 1872, on est devenu allemand. En 1918, on est redevenu français. En 1940, on est redevenu allemand. Et en 1945, on est redevenu français. Donc il y a beaucoup de gens qui ont connu plusieurs nationalités en vivant au même endroit. Alors le 3 septembre 1939, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Il y a un an de guerre, enfin un an de guerre, pas tout à fait un an de guerre, on appelle ça la drôle de guerre. Le Sundgau n'a pas été touché par des combats, il y a eu des soldats qui étaient en place, mais c'était surtout une année de garde au Rhin. Puis les Allemands, comme tout le monde le sait, ils ont contourné, ils ne sont pas passés par la ligne Maginot, ils se méfiaient quand même, ils sont venus par la Belgique, et les premiers soldats allemands sont arrivés dans le Sundgau le 20 juin 1940. 2 jours plus tard, il y a l'armistice qui a été signé, et puis les Allemands ont décidé d'occuper la moitié nord de la France et d'annexer, alors il faut bien retenir le mot annexer, hein, l'Alsace et la Moselle. Pourquoi ? Parce que l'Alsace et la Moselle étaient déjà allemandes entre 1872 et 1914. Je vous expliquerai après vraiment la différence entre l'occupation et l'annexion. Alors la photo, ce n'est pas une photo de la région, hein, mais on voit un convoi d'Allemands qui arrivent. Alors certains sont venus en moto, certains sont venus en vélo, mais bon, quand on les voit, on peut imaginer le choc qu'a eu la population en voyant arriver ces gens-là. Alors, certaines personnes m'ont dit on a été très très choqués quand on les a vus arriver avec leurs beaux uniformes, avec une armée qui était hyper organisée par rapport à l'armée française. Ils avaient pris beaucoup d'avance, donc ça a beaucoup choqué. Et puis d'autres en Alsace ont dit de toute façon, qu'on soit allemand, qu'on soit français, ça ne changera rien, on était allemand avant, et puis ça s'est bien passé. Mais là, donc vous voyez là la carte, donc on voit la partie nord, donc la partie en vert foncé qui est la zone occupée, la partie vert clair qui est la zone libre, et puis la partie rayée qui sont les provinces, donc l'Alsace et la Moselle, qui sont annexées. Donc voilà la différence. Quand je vous disais, on n'est plus sur les mêmes Allemands qu'avant 1914. Là, ça a changé. On est sur un régime nazi, beaucoup plus dur, beaucoup plus autoritaire et décidé à aller très vite. Et quand on veut aller très vite, on ne prend pas beaucoup de pincettes et puis il y a beaucoup de dégâts collatéraux, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand les Allemands arrivent, la première décision qu'ils prennent, c'est d'expulser tous les gens qui sont trop français. Alors, trop français, ça veut dire quoi ? Trop français, ça veut dire des gens qui sont reconnus patriotes, des gens qui sont pas alsaciens, des gens qui ont fait savoir qu'ils sont anti-allemands. Donc ceux-là, le plus facile, pour quand on veut régner, c'est déjà de les mettre dehors, quoi. Tout simplement. Donc tous ces gens-là sont invités à partir, à quitter la région. Les noms français sont germanisés. Donc Dannemarie, c'était Damenkirch. Tous les villages retrouvent le nom allemand d'avant 1914. Les gens sont aussi, les personnes des gens sont aussi, les noms des gens sont germanisés aussi. François devient Franz, etc., etc. On oblige les gens à porter un nom allemand. Et l'embrigadement se fait dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est le principe allemand, et c'est le principe de tous les régimes de dictature qu'on a connus depuis. On arrive à s'imposer
C'est difficile de s'imposer. Aujourd'hui, il y aurait quelqu'un qui viendrait, je dis une bêtise, les Russes qui nous envahissent. Nous, on ne sera pas influencés par ces gens-là, parce qu'on a déjà un certain âge, on a un certain vécu. Donc le plus facile, c'est de commencer par les plus jeunes. Et les plus jeunes, il faut tout de suite bien leur, entre guillemets, leur laver le cerveau, leur faire comprendre qu'aujourd'hui ils sont ça, qu'il faut qu'ils fonctionnent de cette façon, etc., etc. Donc les jeunes sont embrigadés dans le parti nazi dès le plus jeune âge. On retrouve, je pense que beaucoup de gens ont ça encore à la maison, moi je l'ai trouvé, j'avais l'insigne de la Hitlerjugend de mes parents, donc de la jeunesse hitlérienne. Il n'y avait pas le choix, ça faisait partie. Et puis il y a une personne qui est mise en place, donc le fameux Gauleiter Wagner. Alors Wagner, c'est pas son vrai nom, hein. Ça faisait beaucoup plus allemand. Donc lui, il est mis en place pour faire des Alsaciens de vrais Allemands. Et lui, il est prêt à tout. Alors voilà le personnage. Donc bien sûr, il a dû changer son nom, hein, parce que Backfish, c'était pas très... ça prêtait un peu à sourire, quoi. Donc il a préféré prendre le nom de Wagner, et puis lui, il n'avait qu'un objectif, hein, c'était placer des gens dans tous les villages, placer des gens un peu partout, et puis vraiment faire adhérer les gens au parti nazi et au système allemand. Alors vous voyez, ça c'est des affiches qui étaient posées à l'époque, donc Hinaus mit dem Welschen Plunder, dehors avec les affaires françaises. Donc le port du béret était interdit, parler en français c'était interdit, écrire en français c'était interdit. J'ai le cas de mon grand-père qui a écrit une lettre en français, qui s'est fait arrêter, qui a passé 6 mois en prison à Mulhouse. Tout simplement pour une lettre écrite en français. Voilà, donc vous voyez que Altkirch n'a pas beaucoup changé. Sauf les décorations, quoi. Donc ça c'est... Voilà, là vous êtes à Altkirch après 1940. Donc le drapeau du parti devait flotter partout, les insignes devaient être présents partout, tout devait toujours rappeler le système de parti. La jeunesse hitlérienne. Donc vous voyez, les jeunes défilent, portent déjà un petit uniforme. Et ça, c'est que le début. Ensuite, on va continuer. Les filles aussi. Donc les garçons, quand ils avaient 17 ans, ils devaient faire ce qu'on appelle le RAD. Donc c'était le service obligatoire du travail. C'était un genre de service militaire. Et les filles faisaient le BDM, donc qui était leur service militaire à elles. Donc elles quittaient la région, elles devaient se rendre en Allemagne. Elles se retrouvaient dans des camps avec des cadres allemandes, donc qui étaient très très proches du parti. Et puis ça commençait le matin par les levées de couleur, par des corvées, par des cours sur l'idéologie allemande, etc., etc. Par contre, comme je vous ai dit, un régime ne se met pas facilement en place et parfois pas du tout, quoi. Donc en Alsace, il y a des gens qui décident de ne pas adhérer à ce système. Ces gens vont commencer à faire de la résistance. Alors quand on parle de la résistance de la première heure, on n'est pas dans l'histoire de Jean Moulin, on n'est pas dans ces histoires-là, hein. La résistance de la première heure, c'est des Alsaciens qui décident de se promener quand même avec le béret sur la tête. C'est des Alsaciens qui décident de fleurir leur jardin avec des fleurs bleues, blancs, rouges. C'est des choses comme ça, des petits tracts qui sont envoyés. C'est des choses qui sont faites juste pour énerver, pour piquer un peu les Allemands. Et puis après, il y a des gens qui sont plus organisés, on ne peut pas dire plus organisés, mais qui s'organisent en réseau.
et on va avoir un réseau qui va se mettre en place, le fameux réseau martial. Alors le réseau martial, pour en revenir à ce réseau martial, j'ai juste une petite anecdote. Il y avait un industriel qui habitait du côté de Thann, Villers-sur-Thur, qui s'appelait Paul Dingler. Paul Dingler, avant la guerre, il commerçait beaucoup avec l'Allemagne et il se rendait compte de ce qui se passait. Et il a remonté énormément de choses, ce qui fait qu'il était affilié à un genre de service secret français qui, donc toutes les informations de l'armement allemand, de toutes ces choses-là, grâce à lui, ça a pu arriver. Et on ne peut pas dire non plus que la France n'a pas été informée de ce qui se passait en Allemagne. Donc Dingler, c'est un des fondateurs du réseau martial. Alors ce réseau, c'est un réseau qui fait de l'espionnage. C'est un réseau qui est rattaché à Londres, bien évidemment. C'est un réseau qui organise un système de passeurs, parce que les passeurs, certains étaient passeurs bénévolement, certains étaient passeurs, enfin bénévolement, les gens ne se faisaient souvent pas payer, mais voilà. Mais certains n'étaient pas dans des organisations. Voilà, ils partaient dans les champs, ils mettaient quelqu'un dans la charrette et puis ils le faisaient passer. Mais beaucoup de passeurs étaient affiliés à une personne du réseau martial. Justement, parce qu'il y avait une organisation, parce que quand on faisait venir des gens de Mulhouse, de Belfort, de tous ces endroits-là, les gens savaient chez qui ils devaient aller, donc tout était bien organisé. Il faut juste savoir que le passeur connaissait son interlocuteur connaissait le sien, etc., etc. Mais personne ne connaissait l'organisation du réseau. Ça veut dire que si quelqu'un se faisait prendre, il n'y avait qu'une personne qui pouvait se faire prendre, mais pas plus. Alors, au début, on a, comme qui dit, on a des gens qui n'acceptent pas le régime, on a des gens qui, voilà, mais on est quand même sur un système où on vit quand même, on peut vivre normalement, les agriculteurs restent des agriculteurs, les gens qui travaillent à l'usine restent des gens qui travaillent à l'usine, les gens qui sont fonctionnaires restent des fonctionnaires. Mais petit à petit, la guerre avance. On voit une armée allemande qui gagne au début, qui est très forte, et qui s'effondre tout d'un coup en Russie. Donc là, l'armée allemande connaît énormément de pertes sur le front russe. Et là, il faut trouver une solution. S'ils veulent rester forts, il faut trouver une solution. Et cette solution, c'est d'accélérer encore une fois de plus la germanisation des Alsaciens et des Mosellans. Alors, le 25 août 1942, le Gauleiter Wagner décide d'incorporer les Alsaciens dans l'armée allemande. Donc cette fameuse incorporation de force. Ils n'ont pas le choix. Donc les jeunes qui, en 1942, la première classe mobilisée, bien sûr, c'est la classe 1922, c'est les jeunes qui ont 20 ans, ils n'ont pas le choix. Ils doivent faire leur service militaire et ils doivent partir à la guerre en Allemagne, avec les Allemands, sous l'uniforme allemand. Et là, forcément, c'est un tollé parce que ça n'a jamais marché. Vous voyez, avant la guerre, les Allemands avaient déjà fait une affiche en disant « Le front vous appelle, Alsaciens, le front vous appelle ». Mais bon, il y a eu des volontaires, mais beaucoup de gens ont refusé. Donc ils n'ont pas été volontairement dans l'armée allemande. Mais à partir du 25 août 1942, il n'y a pas le choix. Donc les jeunes doivent porter l'uniforme allemand. Là, vous voyez, ils passent devant un conseil de révision. Là, c'est à la Halle Bledalkirch. Donc les jeunes passent, ils sont contrôlés au niveau santé, etc., au niveau motivation, parce que l'affectation va forcément être issue de ces choses-là, quoi.
Et ensuite, ils sont incorporés dans l'armée allemande et ils portent l'uniforme allemand. Alors quand j'étais gamin, que j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces choses-là, quand j'allais chez les personnes âgées ou même dans la famille, je voyais toujours une photo sur le buffet de la salle à manger, à plein d'endroits, avec un soldat allemand. Et au début, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais c'est bizarre, on est français, on n'est pas allemand. Et c'est après que j'ai compris que beaucoup de gens avaient perdu un frère, avaient perdu un mari sur un front quelque part sous l'uniforme allemand. Et souvent, on n'était pas sur les portables d'aujourd'hui, on était sur des appareils photo où la photo était très rare. Et quand on avait une photo, c'était souvent la photo du soldat en uniforme allemand. Bien sûr, les Alsaciens ne sont pas envoyés sur les fronts les plus calmes. On les envoie déjà loin. Alors pourquoi qu'on les envoie loin? Tout simplement pour qu'ils ne s'évadent pas. C'est tout simple. Si on envoie un Alsacien à côté, il va se sauver et puis il va retourner chez lui. Donc beaucoup sont partis en Russie. Alors là, vous voyez une photo du front russe. Alors en Russie, les conditions, il faut savoir qu'elles sont terribles. Il gelait jusqu'à moins 40. J'avais rencontré un monsieur qui a eu sa jambe de sectionnée et qui m'a dit heureusement qu'il a fait froid. C'est grâce au froid que je n'ai pas perdu mon sang. Ça a tout de suite gelé et ça lui a permis de sauver de vivre quand même, quoi. Il y a un chiffre à retenir sur ça. Ce chiffre à lui seul, il est parlant. Il y a 130 000 Alsaciens et Mosellans qui sont incorporés dans l'armée allemande. Et 40 000 qui ne sont jamais revenus. C'est énorme. C'est pratiquement un tiers des incorporés de force qui ne sont jamais revenus. Certains sont morts au combat, d'autres ont été faits prisonniers, ont fini dans des camps comme Tambov. Les Russes ont achevé le travail. Et puis certains ont été carrément portés disparus ou exécutés. Alors ça aussi, il faut savoir un peu comment que ça se passait, une exécution. Quand un Alsacien essayait de déserter, le peloton d'exécution était un peloton d'Alsaciens. Donc l'Alsacien était contre le mur, en face de lui il y avait un peloton d'Alsaciens, et derrière le peloton d'Alsaciens il y avait un peloton d'exécution allemand qui était prêt à tirer si eux refusaient de tirer. Donc on est vraiment sur... c'est un régime de terreur, et puis d'accord ou pas d'accord, il fallait y aller. Donc face à cette situation, beaucoup de jeunes décident de partir en Suisse. Alors ils sont encouragés par leurs parents, parce que quand on voit les nouvelles dans le journal, quand on voit les avis de décès, les parents disent « Mince, non, toi t'es jeune, il faut que tu partes ». Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encouragé les jeunes à partir en Suisse. Ces jeunes se rendaient dans des villages du Sundgau, à Seppois, à Moslarg, à Fettrouz, à Murnach, pour trouver des passeurs. Donc par le biais de ces réseaux, parce que bien sûr ils n'allaient pas toquer aux portes et demander où il y avait un passeur, parce que en temps de guerre, tout comme aujourd'hui, les murs ont toujours des oreilles, donc il fallait être très prudent quand même. Alors ces passeurs, c'était des gens qui les emmenaient de nuit souvent, c'est des gens qui connaissaient très très bien la frontière, et qui parlaient avec les Allemands sans problème. Il y avait des forestiers, il y avait un monsieur notamment qui partait toujours avec sa faux. Donc il avait sa faux sur l'épaule. Quand il la tenait du côté droit, c'était « attention, il y a un danger, il y a des Allemands ». Quand il la passait sur l'épaule gauche, c'était « ça y est, maintenant on peut y aller, il faut foncer ». Donc il y avait plein de codes. On est sur ce qu'on voit dans les films, c'est peut-être enjolivé, mais c'est la vérité. C'était des passeurs, c'était des gens très organisés. C'était des gens qui ne parlaient pas beaucoup. Un passeur était secret, donc c'est des gens qui
J'en ai rencontré, c'est des gens qui n'ont... Certains m'ont parlé, d'autres pas. Certains, j'aurais jamais pensé qu'ils étaient passeurs, mais c'est des gens qui se sont évadés, qui m'ont raconté l'histoire du passeur. Et il y a beaucoup de gens dont le père était passeur, qui ne connaissent pas l'histoire de leur père. Donc c'est vrai que c'est une gymnastique pour essayer de trouver leur histoire. Mais c'était des gens vraiment secrets, c'était des gens qui ne se vantaient pas, qui restaient humbles. Et quand on leur demandait la raison, pour eux c'était on a fait ce qu'on avait à faire. C'est tout. Donc dans le Sungo, beaucoup de réfractaires sont passés par la ferme du Largin. Alors la ferme du Largin, c'est l'endroit où il y a le kilomètre zéro aujourd'hui. Donc à la ferme du Largin, il faut savoir qu'il y avait toujours de la soupe qui chauffait sur le... Alors déjà, de toute façon, là-bas, il faut chauffer presque toute l'année, puisque c'est quand même un coin très humide. Et il y avait toujours de la soupe qui chauffait sur le fourneau. Parce que la famille qui habitait sur place savait que quelqu'un pouvait venir là, ou dans 1 heure, ou dans 2 jours, ou dans... Voilà. Mais il y avait toujours... Ils attendaient toujours du monde. Alors les jeunes arrivaient, ils étaient reçus à la ferme du Largin. Ensuite, de la ferme du Largin, ils étaient envoyés vers les autorités suisses, qui les emmenaient à la prison de Porrentruy, au château, pas pour un interrogatoire, tout simplement pour prendre l'état civil, pour prendre tout ce qu'il y avait. Et certains sont passés par la Suisse juste pour ressortir à Annemasse en zone libre, d'autres sont restés en Suisse. Il y a toute une histoire à en sortir aussi. Alors là, on est en pleine période, et puis vous voyez, la vie continue quand même. Vous avez des lycéens d'Altkirch en excursion au Vieil-Armand. Parmi eux, vous en avez 2, vous avez des flèches au-dessus. Donc René Klein et Armand Fulringer, qui sont 2 lycéens banals, comme des lycéens d'aujourd'hui. C'est des lycéens de l'époque, ils étaient à l'époque, on appelait ça le CET à Altkirch, le lycée. Et donc ils sont au lycée, ils sont en excursion au Vieil-Armand. On parlera d'eux un peu plus tard. À partir du mois de février 1943, les évasions commencent à prendre de plus en plus d'ampleur. Alors les Allemands ne bougeaient pas trop, il y a un Alsacien qui passe, bon c'en est un, il y en a deux, voilà, c'est pas grave. C'est ça de perdu, mais sans plus. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les jeunes se sont regroupés. Donc c'est des groupes complets qui sont partis. Il y en a qui sont partis d'Oltingue, il y en a qui sont partis de Fétrouze, il y en a qui sont partis de tous les villages, mais ils se regroupaient, c'était des groupes de 10, de 15, de 7. Et puis un beau jour, il y a eu les 183 réfractaires de Rispach. Et là, ça fait mal. Parce que 183 jeunes qui quittent la région, donc 183 des villages sungoviens, c'est 183 personnes en moins dans l'armée allemande. Eux, ils sont partis, ils sont passés par le Largin sans problème. Les gardes frontières qui étaient en place les ont laissés passer. De toute façon, qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire? 2 gardes frontières par rapport à 183 jeunes, on a beau être armé. Mais par contre, cette évasion qui a eu lieu le 11 février 1943, elle a changé la philosophie des Allemands, elle a changé surtout la réaction des Allemands et la dureté avec laquelle ils ont gardé la frontière. Là, pour les Allemands, c'était le coup de grâce. Stop. Toutes les semaines, il y a des jeunes qui partent, il y en a 100, il y en a 15, il y en a plein. Maintenant, stop, il faut arrêter ça. Et à partir de ce moment-là, les Allemands ont décidé de renforcer la frontière.
Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens des villages ont vu que ça devenait compliqué, ont vu de plus en plus de va-et-vient parmi les soldats allemands. Les passeurs ont commencé à prendre peur, ils ont dit attention, danger, si on est pris, c'est pas bon. Et les gens ont commencé à avoir aussi très peur. Mais dans l'histoire, tous les jeunes, en âge d'être incorporés de force, ne sont pas partis. Beaucoup sont encore là, certains ont loupé le coche de la veille. Parmi eux, il y a ce groupe de Ballersdorf. Donc là, ils se retrouvent. Là, on est vraiment dans le vif du sujet de la conférence. Donc là, les jeunes se retrouvent dans une situation qui est assez dramatique. Ils savent que s'ils ne partent pas, ils seront incorporés dans l'armée allemande. Donc, ils veulent trouver vraiment comment faire, quoi. Et puis là, ils se retrouvent. Donc, il y a un petit groupe de Ballersdorf. Il y a un jeune de Danemarie qui les rejoint. Il y a des gens de Retzwiller, etc., etc. Et puis ces jeunes se connaissent parce que certains jouent au foot ensemble, certains... La vie était comme aujourd'hui, hein. Certains se rencontrent de temps en temps au bistrot, parce qu'à l'époque, les bistrots fonctionnaient. Ça discute. Tu as vu ce qui s'est passé? Oui. Etc., etc. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? On est dans le prochain wagon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le 11 février 1943, les jeunes sont obligés d'être inscrits pour le départ. Et puis là, il y a le premier Charles Vist qui se rend à Murnach pour essayer de trouver un passeur. Alors à Murnach, il y avait tout un réseau qui était très très bien organisé avec l'abbé Baysan à l'époque. Mais bon, ils ne trouvent pas de passeur parce que ça devient dangereux et il y a un risque. Le passeur, il se protège d'abord lui-même aussi. Et puis, ça discute, ça se rencontre, ça travaille, ça se retrouve le soir, et puis ils décident de partir tout de même dans la nuit du 12 au 13 février 1943. Là, la décision est prise, ils ne veulent pas revenir en arrière, les parents sont informés, et là, il n'y a plus le choix. Soit c'est l'armée allemande, ou soit c'est la liberté vers la Suisse. Alors, ils n'ont pas de passeur. Et donc, tous ces gens-là décident de se rencontrer et de se retrouver entre 21h et 22h sur la place des Bohémiens à Ballersdorf. Alors, bien sûr, une évasion, c'est toujours de nuit. Alors, vous voyez, ils étaient 18. Il y avait des jeunes de Retzwiller, d'Elbach, de Danemarie et d'Alkirch aussi qui les accompagnaient. Donc il y en avait 3 de Retzwiller, il y en avait un d'Elbach, un de Danemarie et un d'Aspach. Et là, la décision est prise. On n'a pas le choix, on a décidé, on y va. Avec ou sans passeur. De toute façon, le chemin de la Suisse est facile. Il y a le chemin déjà pour arriver à Altenach. Et d'Altenach, il suffit de prendre la voie ferrée qui va jusqu'à Fettrouz. Et puis là, Fettrouz, c'est la liberté, quoi. À Fettrouz, il suffit de passer la frontière. Donc sur le papier, c'est très facile. Mais bon, les choses ne se passent pas toujours comme elles veulent. Donc la progression, alors bien sûr, ce n'est pas non plus une image de la région, mais ça montre un peu comment que ça se passe, une évasion. Les jeunes partent en file indienne. Et surtout sans faire de bruit. Certains ont décidé de s'armer. Alors, quand on dit les jeunes, attention, il y a quand même des gens qui ont déjà 30 ans là-dedans, puisque en 1943, on incorpore plusieurs classes. Il y en a qui ont 17 ans, mais il y en a qui ont déjà passé la trentaine. Alors, le début, il n'y a pas de problème. Ils rejoignent
Ils rejoignent Mersenne, Fulren, sans problème. Et puis là, il y a Charles Vist, donc qui est quand même quelqu'un qui est très assez organisateur et assez débrouillard, qui décide d'aller voir un cousin. Pendant ce temps, le groupe attend, et lui, son objectif, c'est de dire, écoute, voilà, on se rapproche de la frontière, tu connais forcément ou tu as entendu parler d'un passeur, qui c'est qu'on peut voir, quoi. Parce que là, ça va devenir de plus en plus compliqué. On sait que plus on va s'approcher, plus ça va être dangereux. Et on ne connaît pas les chemins. C'est ça aussi le problème. C'est connaître les chemins. Et le cousin, il lui dit non. Il lui dit, je vous conseille de rentrer à la maison, mais le passage est bien, bien trop dangereux ce soir. Après, il y a concertation. Donc le groupe discute. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, le seul qui a pu m'expliquer ça, c'est René Grinenberger, que j'avais rencontré à l'époque, puisque c'est le seul qui a survécu à cette tragédie. Donc ils ont discuté, certains étaient pour, d'autres étaient contre, et finalement, la majorité l'a emporté, et le groupe est parti. Donc ceux qui n'étaient pas d'accord, ils ont suivi le mouvement, ils sont partis avec, et ils ont décidé de prendre la direction de Fettrouze. Donc en prenant la voie ferrée, donc Mersenne, Indlingen, Friesen, Überstrasse, Sepp-Walba, Sepp-Walleau, Fettrouze. Alors c'est des chemins qu'on fait tranquillement aujourd'hui, sans se poser de questions, mais à l'époque, c'était les chemins de tous les dangers, quoi. Alors là, ils sont partis, avec un objectif, le drapeau suisse, essayer de retrouver le Jura. Alors il faut savoir que ces jeunes, je pense que d'après les témoins que j'ai entendus, leur seul déplacement sur des villages comme Seppois, comme Fettrouze, c'était pour jouer un match de foot quelques années avant. C'est tout. Mais ils ne connaissaient pas la route. Alors le groupe continue, vous voyez. Ils arrivent à Sepp-Walba. Donc à Sepp-Walba, à l'époque, il y avait une gare. Aujourd'hui, on y retrouve un camping. Et l'endroit est inquiétant. Parce que dans cet endroit, il y a une carrière. Donc quand on vient depuis la voie ferrée en direction de Fettrouze, il y a une carrière sur la gauche. Et le seul échappatoire, il est à droite. Et à droite, c'est le village. Donc si le village est envahi par les Allemands, c'est dangereux. Devant, il faudra passer sous un pont. Derrière, c'est l'issue de secours. Mais à gauche, il n'y a pas moyen de passer, c'est impossible. En plus, la nuit est fraîche, mais elle est très très éclairée. C'est une nuit où la lune éclaire énormément. Donc c'est pas non plus très favorable pour un groupe d'échappés. Enfin d'évadés, je veux dire. Et puis, les jeunes, ils arrivent, vous voyez, à l'endroit où il y a l'étoile, là, le genre d'étoile. Ils arrivent à Sepp-Walba et ils décident de continuer vers Sepp-Walleau. Et à Sepp-Walleau, quand ils arrivent à l'endroit du pont, donc le pont est bouché aujourd'hui, il n'existe plus puisque la voie ferrée n'existe plus. C'était un pont qui passait sous la route qui emmène de Sepp-Walleau à Bisel. Et bien là, ils se retrouvent face à un groupe d'Allemands et des gardes frontières, tout simplement, qui leur disent halte. Maintenant, vous vous rendez, c'est terminé pour vous. Et là, c'est difficile à dire. René Grinenberger n'a pas pu non plus... parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Quand on fait des recherches, c'est très facile. On prend le temps, on écrit, on essaye de constituer un puzzle. Mais lui, voilà, c'est comme dans un accident, tout va très vite. Donc des coups de feu éclatent. Qui a tiré le premier? Ça, personne n'en sait rien. Est-ce que c'est les Allemands? Est-ce que c'est les réfractaires? Personne n'en sait rien, personne ne peut le dire et personne ne pourra jamais le dire. Mais là, il y a des coups de feu qui éclatent.
Vous voyez, et il est à peu près minuit. Donc, comme je vous ai dit, la pleine lune est claire et l'endroit n'est pas du tout sécurisé. Alors, là, je vous montre une petite photo du pont. Donc, vous voyez, ça, c'est la route qui... En bas, on a Seppois, et c'est la route qui rejoignait Bizelle à l'époque. Vous voyez, il y avait un pont en dessous pour permettre au train de passer. Donc, aujourd'hui, bien sûr, c'est complètement bouché. Et les Allemands se trouvaient sur le pont. Donc la fusillade éclate et il y a une première victime, Aimé Burgui d'Aspach. Donc lui, il est tué sur le coup. Charles Wist est blessé. Ernest Wist, qui tente de lui porter secours, mais il est abattu par les Allemands. Et puis là, c'est la panique, forcément. Donc tout le monde part de son côté. Il n'y a pas le temps de se concerter. Donc il y a 3 personnes en moins, déjà, sur les 18. Il en reste 15. Il y en a 14 qui ne savent pas quoi faire. Ils font demi-tour. Ils repartent en direction de Ballersdorf. Et puis il y en a un qui s'est perdu. C'est René Grinenberger. Alors lui, il ne sait pas où il est. Il s'est perdu. Alors, il n'a pas pu me dire non plus. C'était pas une ruse non plus de s'évader. C'était pas... Je veux dire, ça s'est fait comme ça. Tout le monde est parti dans son coin dans la panique et lui n'a plus jamais retrouvé le groupe. Et les autres, ils ont pris la décision de rebrousser chemin et de rentrer à la maison. Donc voilà les tués de Seppois-le-Haut. Alors vous voyez qu'il y a un Allemand aussi, Erich Hohenstein, de 48 ans, donc c'était un garde-frontière, un ancien. Alors il faut savoir que c'est pas non plus, c'était pas un nazi. Tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Il faut surtout pas faire l'erreur de croire que tous les Allemands de l'époque étaient des nazis, pas du tout. Donc lui, c'était un ancien de la Première Guerre mondiale. Et d'après les personnes que j'ai rencontrées souvent, il y avait des gens qui l'avaient connu. Il a laissé passer beaucoup de monde. Mais manque de peau, ce soir-là, le destin en a voulu autrement. Là, vous avez la première victime, donc Aimé Burgui, de Aspach. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on peut être dans un film, L'évasion de Ballersdorf, elle se divise en 2 histoires, On a eu une première histoire où il y avait tout le monde, où il y a eu cet accrochage, où il y a des morts, mais il y a des survivants. Et là, on va vraiment parler de 2 histoires bien différentes. L'histoire de ceux qui sont retournés dans le village et l'histoire de René Grinenberger. Alors, la première, c'est ceux qui sont retournés à Ballersdorf. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Les jeunes retournent à Ballersdorf. Alors, bien sûr, là, le seul témoignage, c'était le témoignage de frères, de sœurs, de neveux qui les ont connus. Alors, bien sûr, personne ne dormait à Ballersdorf cette nuit-là. Du moins, les familles qui étaient impliqués dans cette évasion. Quand il y avait un des membres de la famille qui était dans cette évasion, forcément les autres n'allaient pas dormir. Donc tout le monde était réveillé et d'un coup, dans la nuit, ça toque à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc voilà les personnes. Alors des Charles Wist, il y en avait 2. Donc Charles Wist, Camille Apt, Aloïs Ball, Charles Bolonorus, Justin Bringard, etc., Eugène Chéret, et puis ils rentrent chez eux, donc ils toquent chez eux, c'est la grosse panique. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà ce qu'ont dit les parents. Et puis ils ont expliqué ce qui s'est passé, donc chacun l'a expliqué dans sa famille. Et ça va très vite, quand on est en situation de crise, ça va très vite, l'homme réagit très vite. Donc la solution c'était, de toute façon,
vous n'avez pas été vu, vous n'avez pas été arrêté. Donc, personne ne peut prouver que vous êtes parti cette nuit. Demain matin, vous vous levez, vous faites votre travail comme si rien s'était passé. Voilà, donc ils ont fait quoi, ces gens-là ? Ils ont repris leur travail. Beaucoup de gens étaient agriculteurs, et puis voilà, les autres se préparaient à aller à l'usine, mais tout le monde a repris son travail comme si rien s'était passé. Mais vous allez voir que dans cette histoire-là, il y a quand même quelque chose qui... Et ça, beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont... Mais rien n'est prouvé. Mais bon, chacun est retourné. Le lendemain matin, à Saint-Poil-le-Haut, les cadavres sont exposés. Oui, c'est vrai. Mon père était à l'école à l'époque, puisqu'il était né en 1934, il avait 9 ans. Ils ont été exposés. Il y a des hommes du village qui ont été obligés de les ramasser, de les mettre dans une charrette. Ça a été exposé devant la mairie du village. Et les élèves ont été invités à les voir, avec l'explication, voilà ce qui vous attend si vous faites la même chose que ces gens-là. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est que Ballersdorf est encerclé dès les premières lueurs du jour, le lendemain. Ballersdorf est encerclé par des véhicules allemands, des groupes de SS, etc., etc. Et les Allemands savent exactement qui ils vont chercher. Ils savent, vous prenez Camille Abt, donc ça c'était M. Stuber qui me l'avait raconté à l'époque, qui était un neveu. Camille Abt était en train de nettoyer l'écurie. Les Allemands sont venus le chercher. Il était en chemise. Sa mère a voulu lui donner une veste. L'Allemand a répondu, il n'en a pas besoin là où il va. Alors comment ils ont su ? Il y a eu plein de suppositions. Ils avaient une liste, ils ont été dénoncés. Je ne peux pas le dire. Et personne ne peut le dire puisque on ne peut pas écrire ou on ne peut pas aller sur des suppositions. Après, forcément, il faut savoir que l'organisation allemande reste l'organisation allemande. Et ça, de tout temps. Donc les jeunes qui étaient en âge de partir et qui devaient partir du village étaient recensés. Donc est-ce que les Allemands savaient exactement que ces jeunes y étaient la nuit dernière, ou est-ce qu'ils ont tout simplement pris les jeunes qui étaient censés partir dans l'armée allemande. Ceux de Retzwiller, cette supposition me semble assez juste parce que ceux de Retzwiller ne sont pas arrêtés le même jour. Ils sont arrêtés que le lendemain. Donc ça laisse quand même le temps d'un interrogatoire. Et un interrogatoire à l'époque, je ne pense pas que beaucoup de gens auraient résisté, quoi. Donc je pense que, voilà. Après, on peut partir dans tous les sens, dans tout ce qu'on veut, mais chose sûre, c'est qu'ils ont été arrêtés, ils ont été emmenés directement à Strasbourg, ils ont directement été emmenés pour être interrogés, et ça s'est relativement mal passé, quoi. Et pendant ce temps, il y a René Grinenberger qui s'est complètement perdu. Alors il a marché toute la nuit. Et en une nuit, il a parcouru 2 kilomètres. Il a tourné, il ne savait pas où il était. Il était pris de panique. Il était... Voilà, je pense qu'on peut s'imaginer ce qu'ont vécu ces gens-là. Aujourd'hui, c'est très facile à dire j'aurais fait ça, ou je n'aurais pas fait ça. Mais quand on se retrouve en pleine situation, je pense que les palpitations doivent quand même monter. Alors René Grinenberger, le voilà. Alors lui, il a été
il s'est retrouvé à Bizel. D'un coup, il se retrouve dans une ferme à Bizel. Puis il ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il est en Suisse? Il ne sait pas. Il n'a jamais été à Bizel de sa vie, donc il ne sait pas. Et il va toquer. Et puis derrière, la porte s'ouvre. Et puis il y a un paysan, Aloïs Berger, qui lui ouvre. Et puis il lui dit tout de suite: toi, tu étais dans l'évasion d'hier soir. Parce que forcément, les coups de feu s'entendent. Les nuits sont très calmes, surtout à cette époque-là. Hein, il n'y avait pas de circulation. Il faut vraiment se plonger dans ce contexte. Hein, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Donc un coup de fusil, c'était quelque chose qui résonnait hein, dans la nuit. Et puis, tout le monde savait qu'il y avait une évasion et beaucoup de gens le soupçonnaient. Donc il a dit, les Allemands vont passer. Il faut trouver une solution. Et le seul moyen de cacher René Grinenberger, parce que forcément, si les Allemands le trouvaient chez lui, il était arrêté et déporté aussi. Hein, parce qu'il devenait complice sans même l'avoir voulu. Hein. Donc il l'a caché dans la porcherie. C'était l'endroit où les Allemands n'avaient pas spécialement envie d'aller voir. Et puis René Grinenberger m'a dit, ben voilà, j'y étais dans la porcherie. Et puis j'entendais des Allemands qui parlaient avec le fermier, qui leur disaient non, moi j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Oui, il y a eu des bruits cette nuit, mais je ne peux pas vous dire plus, quoi. Moi, voilà, je m'occupe de mes bêtes, je ne m'occupe pas du reste. Et ça a passé. Donc c'est vraiment beaucoup de chance, quoi. Alors, donc là, on était sur le premier encerclement de Ballersdorf, donc le lendemain de l'évasion, hein, le 14. Le lundi 15 février, Ballersdorf est à nouveau encerclé. Donc les Allemands reviennent, pourtant les jeunes ne sont plus là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils reviennent, ils encerclent le village, ils fouillent tout. Et ils vont surtout voir les familles. Et ils leur disent, ben voilà, vous avez 30 minutes pour préparer vos bagages. Donc bien sûr, ce n'est pas des grands bagages. Hein. Et puis, on vous emmène, on vous met dans les camions. Donc les familles sont 42 personnes. Hein, donc vous vous rendez compte, dans un village, 42 personnes qui sont arrêtées. Ça fait du monde. Hein, donc les 42 personnes sont arrêtées et emmenées au camp de Schirmeck. Alors Schirmeck, donc là vous avez le nom de toutes les personnes qui ont été arrêtées. Alors, Schirmeck, pour en revenir là-dessus, c'est pas le Struthof. Hein. C'est pas un camp de concentration, c'est ce que les Allemands appelaient un camp de redressement. Donc un camp de redressement pour les Allemands, c'était, bien sûr, c'était aussi des coups de bâton, hein, mais c'était ramener les gens dans le droit chemin, quoi. Pour eux. Voilà. Ça, c'est l'entrée du camp de Schirmeck. Donc bien sûr, c'est un camp qui est gardé, c'est des baraquements, c'est une discipline, c'est quand même, ça reste toujours une prison, ça reste toujours un camp. Hein. Mais bon, il n'y a pas de chambre à gaz, il n'y a pas de choses comme ça, quoi. Oui. Mais ils ont emmené aussi la famille de celui qui s'était perdu, enfin, Non. Non. Pas tout de suite, là. Non. Après, donc, vous voyez, ça va très vite. Hein, l'évasion, elle a quand même lieu dans la nuit du 12 au 13 février. Et la justice, elle va vite. Hein. Le 16 février, il y a le procès qui a lieu. Donc là, les Allemands ont décidé de juger les jeunes qui se sont évadés en tant que terroristes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plein d'histoires. Hein. Donc, Wagner voulait frapper fort, parce que pour lui, c'était hors de question de laisser passer, ou il fallait faire un exemple, mais un exemple
dur, quelque chose de marquant qui marque et qui disent, voilà, c'est la dernière fois qu'un groupe de Sungoviens s'échappe, c'est terminé. Là, pour ceux qui veulent le tenter, à vos risques et périls, vous voyez ce qui vous attend. Ça marchait. C'était la dernière grande évasion du Sungo. Donc, après, il y a aussi des choses qui ont été dites, difficiles à vérifier, que Hitler aurait dit « Diese Schweine Sungauer ». Donc, ces cochons de Sungoviens. Pourquoi ? Parce que Hitler a été soldat du côté de Sperbach pendant la Première Guerre mondiale et il a eu des mauvais souvenirs de son passage à Sperbach. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Ça, je ne peux pas vous le dire. C'est quelque chose qui a été dit par plusieurs personnes. Après, c'est sûr qu'il était à Sperbach, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il est vraiment rentré dans cette histoire-là, ou est-ce que c'est Wagner, lui, qui a décidé de son propre chef de la suite pour ces jeunes ? Alors bien sûr, l'accès à la salle était interdit au public. La salle était pleine, mais elle était pleine d'Allemands. Donc comme je vous ai dit, il fallait frapper fort et la peine de mort est demandée pour les réfractaires. Alors forcément, ils ont le droit d'être défendus, il y a eu des avocats, mais les avocats, ils sont arrivés, ils n'ont même pas eu le temps de prendre connaissance du dossier, tout s'est passé très vite. Et donc après la sentence, après le verdict, justement, les avocats ont voulu faire appel, mais c'était trop tard. Alors les jeunes sont condamnés à mort, c'est la douche froide. Ils sont emmenés au camp de Schirmeck. Donc, alors l'exécution, c'est bien sûr, ça va aussi vite que le jugement. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est donc dans cette nuit du 16 au 17 février. Les jeunes sont emmenés au camp de Schirmeck pour y passer la nuit, sous haute surveillance. Et dans le même camp, il y a les parents. Et ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que cette nuit-là, leurs enfants sont pas loin d'eux. Ils ne le savent pas. Ça, ils l'auront su beaucoup plus tard. Le matin, les 13 condamnés à mort sont emmenés... alors, il n'y en a que 13, puisque un était trop jeune, donc il a été emmené en Allemagne, soi-disant en prison, mais il est décédé aussi, donc il n'a pas eu, puisqu'il n'avait pas la majorité, il n'a pas eu le droit d'être fusillé, quoi. Donc ils sont emmenés le lendemain matin, les camions viennent les chercher. Ils sont emmenés au camp du Struthof et ils sont emmenés au pied d'une carrière où ils sont fusillés. Là, tout va vraiment très très vite. Vous voyez, donc bon, c'est un petit croquis. Donc ils sont fusillés. Ils sont emmenés au crématoire, donc il ne faut pas laisser de traces, donc ils sont emmenés au crématoire. Dans les archives du camp de Schirmeck, il y a encore la commande d'essence commandée par les Allemands pour brûler les corps. C'est encore là. Ça a été conservé. Que dire encore là-dessus ? Les parents, donc vous voyez que tout a été vraiment prémédité. Le matin, leurs enfants viennent d'être fusillés ou seront fusillés, ça on ne sait pas exactement l'heure. Les Allemands emmènent le journal aux parents, et dans le journal, il y a marqué que les jeunes de Ballersdorf viennent d'être fusillés. Donc tout était vraiment fait pour... Tout était vraiment organisé. Le procès, c'était un semblant de procès. Le verdict était déjà décidé avant.
Alors là, je vais vous montrer les photos des jeunes. Donc Maurice Wist, Charles Wist, vous voyez, donc né en 1914, vous voyez qu'il n'était pas tout à fait jeune non plus, hein. René Gainswittel, de Retzwiller. Donc lui, il est né à Danjoutin, mais il habitait à Ballersdorf après. Paul Peter de Helbach. Vous voyez, c'est des gens qui sont déjà un peu plus âgés, hein. René Klein, vous voyez, lui, il était de Retzwiller, mais il était très jeune, hein, 1924, il avait 19 ans. Lui aussi, Armand Fulringer, 19 ans. Charles Bolonus, 18 ans. C'était de votre famille? Vous aviez la photo? Ouais. Donc lui un peu plus âgé aussi. Alors vous voyez les visages, je ne sais pas si c'est des photos d'avant, mais on voit quand même des marques. Vous voyez, Dietmann de Retzwiller, 19 ans. Camille Apt, donc lui, il était un peu plus vieux, et c'est lui à qui les Allemands, où les Allemands ont dit qu'il n'avait plus besoin de veste là où il irait. Pareil, très jeune aussi. Vous voyez, encore un deuxième, Justin Bringard de Ballersdorf, il avait aussi 18 ans. Enfin, il ne les avait même pas, puisque c'est en février qu'il a été fusillé. Charles Müller, lui, il a été exécuté en Allemagne. C'était lui. C'était le frère Müller-Jean, ça? Donc pareil, 18 ans. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même toute une génération qui a été sacrifiée, quoi. Donc, aujourd'hui, voilà, ils ont été brûlés, leurs cendres ont disparu. Leurs corps ne sont jamais revenus à Ballersdorf, hein. Il y a des noms quand même sur des tombes, il y a quand même des familles qui ont fait mettre une plaque avec le nom. Ça, quand on va au cimetière, on le trouve. Il y en a plusieurs, hein. Les familles, elles passent quoi? Elles passent 6 semaines à Schirmeck à être redressées, à être éduquées, comme disent les Allemands. Donc, forcément, hein, pas très sympathiquement, hein, puisque c'est quand même les parents, c'est quand même les frères, les sœurs de jeunes terroristes pour les Allemands. Il faut se mettre dans le contexte, donc ça n'a pas été non plus facile. Et ensuite, ils sont envoyés en Allemagne, tout simplement, hein. Toutes les familles ont été envoyées en Allemagne. Vous y avez été aussi? Oui. Voilà. Oui. Ouais. Vous pouvez le raconter après si vous voulez. Donc là, s'arrête cette partie donc brutale des jeunes qui ont été fusillés, des parents qui ont été déportés. Mais maintenant, il en reste un, c'est René Grinenberger. Et René Grinenberger, c'est l'ennemi public numéro 1 pour les Allemands. Il est hors de question qu'un jeune de cette évasion survive. Donc on le revoit. Donc moi je l'avais rencontré dans les années 90. Hein. On avait passé un après-midi ensemble, il m'avait un peu raconté ce qu'il avait vécu. Voilà, quoi, c'était
je pense que c'est resté comme vous, c'est resté dans la tête, ça ne peut pas sortir, quoi. C'est forcément resté ancré quelque part. Alors, René Grinenberger, il a passé 3 jours dans la porcherie du fermier de Bizel. Il a entendu pendant tout ce temps-là des patrouilles allemandes qui venaient, qui posaient des questions, qui demandaient à être aidés pour le retrouver. Et puis, Aloïs Berger, il a dit, voilà, c'est trop dangereux, quoi. Je ne peux pas te garder. Il faut qu'on trouve une solution. Alors, il lui a dit, voilà, je vais t'indiquer un chemin pour essayer de partir, pour essayer de rejoindre un peu... voilà. Et il l'a emmené, donc René Grinenberger lui a dit, écoutez, ne me laissez pas seul dans les prés, accompagnez-moi au moins jusqu'en forêt, pour que je puisse me cacher si jamais je trouve une patrouille. Et puis il l'a emmené en forêt. Donc, de Bizel, il est parti en direction de Largitzen, entre Largitzen et Heimersdorf. Et puis voilà, il l'a laissé. Il ne pouvait pas faire beaucoup plus. Aujourd'hui, certains vont dire oui, il était lâche, il l'a laissé. D'autres, il était courageux, il l'a hébergé. Mais une fois de plus, quand on rentre dans le contexte de l'époque, c'est pas facile, quoi. Et René Grinenberger, il suit son destin, il suit peut-être sa bonne étoile, on n'en sait rien, mais il suit son destin et il arrive il arrive vers une ferme isolée qui s'appelle la ferme de la Sénut, qui est toujours en place. Et puis dans cette ferme, donc c'est une ferme qui se situe entre Largitzen et puis Heimersdorf, hein, vraiment, elle est perdue. Et cette ferme, elle est occupée par la famille Kohler. Donc, Émile Kohler, qui est un vieux garçon, qui habite avec sa mère dans cette ferme, le voit arriver et lui dit tout simplement, écoute, tu viens, il n'y a pas de problème, on en a caché d'autres, tu n'es pas le premier, que tu sois de Ballersdorf ou d'ailleurs, on te cachera. Les patrouilles passent, René Grinenberger les entend, il est caché, il est caché au grenier, hein, tout simplement. Et puis au bout d'un moment, les patrouilles se font beaucoup, beaucoup plus rares. Les Allemands, forcément, il ne peut plus être là, il est peut-être passé en Suisse, à force de chercher et puis de ne pas trouver, c'est comme si quelqu'un disparaît aujourd'hui. Hein. Au début, tout le monde cherche, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus grand monde pour chercher, quoi. Et puis après, il y avait d'autres priorités aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il fait René Grinenberger ? Il est logé, il est nourri, mais bon, il y a des travaux à la ferme. Donc, il participe aux travaux de la ferme. Il aide à faire tout ce qu'il y a à faire, et puis il fend du bois, il fait tout, enfin voilà. Et puis, il y a un problème dans cette ferme. Et le problème dans cette ferme, c'est le facteur. Le facteur de l'époque, il était un peu bavard. C'est un peu le problème des facteurs, ils voient beaucoup de choses. Et le facteur, il se rend compte que chez Émile Kohler, il y a des choses qui avancent beaucoup plus vite que d'habitude. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal chez la famille Kohler. Puis il commence à poser des questions, et puis il tourne un peu autour du pot, comme on le dirait aujourd'hui, quoi. Il y a quelque chose qui l'intrigue, il ne sait pas quoi, mais il voudrait savoir. Et puis Émile Kohler s'en rend compte. Et là, il dit, voilà, maintenant, on arrive peut-être à terme pour l'hébergement l'hébergement, si on peut appeler ça, de René Grinenberger. Il faudra trouver une autre solution. Et cette solution, il se dit, la personne la plus sûre, à l'époque, c'était la personne qui s'occupe du confessionnal, c'est le curé. Normalement, on peut lui dire ce qu'on veut, il ne doit rien dire.
normalement. Et puis le curé, il est mis au courant. Et lui, il va trouver une solution, il va la chercher, il va cogiter longtemps, et il va trouver la solution. Et alors, voilà la solution. Et là, donc Daniel Saïter, juste pour faire une petite présentation du personnage. Alors Daniel Saïter, pour ceux qui viennent de la région, c'était le père à Martin Scherer, à Danemarie, qui s'occupe des tondeuses, des petites machines agricoles. Donc Daniel Saïter, personne n'a parlé de Daniel Saïter. Jamais, jamais, jamais. Et moi, quand j'avais écrit, j'avais un peu raconté cette histoire de Ballersdorf dans un livre de l'époque. Et puis, un soir, je reçois un coup de fil d'un monsieur. Qui c'est ce monsieur? Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Daniel Saïter. Il me dit, j'ai bien aimé ce que vous avez écrit. Et aujourd'hui, j'ai des choses à dire. Voilà. Et donc, pour moi, Daniel Saïter, c'est quelqu'un qui est décédé il y a 8 ans maintenant. Il avait 100 ans. Franchement, ça a été une très très belle rencontre. Et oui, j'ai passé énormément de temps avec lui. Il était à l'époque à la Marpa à Bréchaumont. Et je crois que j'ai passé plus de temps pendant quelques temps avec Daniel Saïter qu'avec ma famille, quoi. Mais bon, je pense que je lui dois beaucoup sur beaucoup de choses que j'écris aujourd'hui. Donc Daniel Saïter était mulhousien. Il avait de la famille, donc Nédic à Largitzen, et puis il était invité à manger un dimanche. Et pour un Mulhousien, il n'y avait pas meilleure aubaine que d'aller dans la campagne pour amener un bout de lard, pour amener un peu de fromage, pour amener un peu de viande, parce qu'en ville, pendant la guerre, on ne trouve pas grand-chose. Et puis il va dans cette ferme, alors là il est en uniforme du GMA, là c'est vraiment après la guerre. Daniel Saïter va là-bas, il mange, il discute, il parle un peu de tout. Il avait été démobilisé puisqu'il avait été lieutenant quand même dans l'armée française entre 1939 et 1940. Et puis sa cousine lui dit, écoute Daniel, faut que tu ailles voir le curé. Alors Daniel Saïter, voir le curé c'est hors de question, moi je ne vais pas voir ces gens-là. Il a tout de suite, c'est quelqu'un qui était très rusé. Et on l'entendait même à sa façon de parler. Quand il me parlait, il y était, quoi. Et puis il me dit non, moi je ne vais pas voir. Et puis donc après avoir insisté pendant tout un après-midi, il a été voir le curé. Et puis le curé lui a dit, Monsieur Saïter, vous avez été officier dans l'armée française, je le sais. Donc vous êtes forcément pro-français. Et puis, il y a des bruits qui courent, comme quoi vous seriez éventuellement de la résistance. Alors bien sûr, il a protesté, il a dit non, moi c'est hors de question, je ne suis pas de la résistance, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Je ne vois pas pourquoi vous m'appelez, parce qu'à l'époque, la méfiance était de rigueur. Curé ou pas curé, un résistant se méfiait de tout le monde, forcément. Donc Daniel Saïter a dit non, c'est hors de question. Il a dit, homme d'église ou pas, je vous salue, mais je ne veux rien savoir de rien. Puis le curé lui dit en dernier moment, vous savez, on a un problème dans le village. Et ce problème, c'est que le seul survivant de Ballersdorf est dans le village. Et là, on a besoin d'aide. Puis Daniel Saïter, forcément, il proteste, il dit non, moi c'est hors de question, je ne veux rien savoir. Bien sûr, j'ai entendu parler de l'histoire de Ballersdorf, mais je ne veux rien savoir.
Donc il s'est protégé, quoi, en disant, voilà, non, moi je suis pro-allemand, moi c'est fini. Et puis le lendemain, ça le travaille toute la nuit. Et le lendemain, il va voir quelques personnes du réseau. Alors le réseau martial, hein, bien sûr, qui est quand même un réseau très important, hein, comme je vous disais avant, hein, notamment c'est ce réseau qui a quand même aidé le général Giraud à partir en Suisse. Hein. Donc Saïter va les voir. Et puis ils disent, écoute, il faut se méfier parce que les Allemands envoient des taupes. Donc des taupes, c'est des espions, c'est des gens qui se font passer pour un réfractaire et qui sont là que pour faire tomber des réseaux, pour faire tomber des passeurs. Donc tu fais ce que tu veux, tu te débrouilles, mais nous on ne te connaît pas. Donc vous voyez, c'est pas facile. Hein. Et puis là, on voit le personnage. Donc le lendemain, voilà, je suis passé où là? Le lendemain, Daniel Saïter, alors c'est pas lui, hein, c'est pareil, c'est une photo pour montrer un peu l'époque, parce qu'on voit, on s'imagine la forêt entre Hirzbach et Largitzen, vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu montrer ça, et puis c'est un peu les vélos d'époque. Donc Daniel Saïter, il décide quand même de prendre les choses en main et d'aller à Largitzen à la rencontre de ce fameux évadé de Ballersdorf. Alors il y va avec le pistolet en poche. La balle était engagée et le barillet était déverrouillé. Donc il était prêt à tirer. Il arrive chez Émile Kohler le reçoit, lui dit « voilà, il est au-dessus ». Et puis là, je vous le dis un petit peu comme lui me l'a dit, il m'a dit « de toute façon, ma décision était prise ». Et là, on voit un peu le personnage, quoi, parce qu'il dit « si j'avais eu le moindre doute, je tirais ». Donc il est allé, avec la main dans la poche, bien sûr prêt à tirer, et quand il a vu René Grinenberger, il a dit « c'est le vrai », tout de suite. Il a dit « c'est pas une taupe, c'est le vrai ». Il lui a dit « on va organiser votre évasion, je vous tiendrai au courant, il faudra juste dire que les informations viendront de moi, du cousin Daniel ». C'est tout. Hein. Moins il parlait, mieux ça allait, hein, forcément. Donc René Grinenberger, tout ce qu'il a retenu, c'est incroyable. Hein, c'est le cousin Daniel. Vous voyez, là, on voit, donc là, j'ai repris quelques paroles qu'il m'avait écrites. Hein. Vous voyez ? Donc vous pouvez le lire. Donc vous voyez que... Vous voyez qu'il était très, très, très méfiant. Hein. Vous voyez, il le dit, hein, il se méfiait même d'Émile Kohler, il se méfiait de tout le monde. Hein. À l'époque, c'était lui ou l'autre. Hein. Il n'y avait pas de secret. Alors, pour en revenir au cousin Daniel, quand j'ai rencontré René Grinenberger dans les années 90, je lui ai dit « Qui a organisé votre évasion ?» Il m'a dit, je ne sais pas, c'est le cousin Daniel. C'est tout. Il n'a jamais su, René Grinenberger n'a jamais su que c'est Daniel Saïter qui lui a organisé son évasion. C'est fou, hein ? Et Daniel Saïter n'a jamais voulu lui dire. Pourquoi, j'en sais rien. Les deux hommes ne se sont rencontrés qu'une fois. Une seule fois, ils se sont rencontrés... Donc René Grinenberger, quand il est parti en Suisse, il a été au GMA. Il est rentré avec le GMA, après il a été démobilisé. Et l'officier qu'il a eu au GMA, c'était Daniel Saïter, le lieutenant Daniel Saïter. Et Daniel Saïter l'a reconnu, il a été le voir, il lui a dit « Tu te souviens de moi ?» René Grinenberger a dit non. Et c'est la seule fois qu'ils se sont parlé.
Et jamais, jamais après la guerre, ils se sont rencontrés. Jamais. Et je lui ai demandé, je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que c'est comme ça. Il dit j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Donc vous voyez, la suite, on y est toujours. Hein. J'étais décidé à tirer s'il manifestait le moindre geste suspect. Et puis il s'est tout de suite rendu compte que c'était vraiment le dernier de Ballersdorf. Un jour, j'avais fait une conférence, il y a une quinzaine d'années, et Daniel Saiter était à cette place. Et puis là, je lui ai donné le micro, et c'était pas mal, quoi. Il a vraiment raconté ce qui est écrit, lui, il l'a raconté lui-même avec ses propres mots, quoi. Alors l'organisation de l'évasion de René Grinenberger, là on est vraiment, on voit que tout est organisé. Hein. Il doit se rendre le jour J au bord du chemin qui débouche de la Seine sur la route de Largitzen à Hirzbach. Donc tout est organisé. À telle heure, et à telle heure, il y a le laitier Veuclin d'Ilfurt qui fait le tour des fermes, donc qui vient avec son camion de lait et puis qui va l'emmener avec. Donc vous voyez un réseau comment c'est monté. Hein. Il y a des gens de tous les corps de métier. Hein. Veuclin l'emmène à Saint-Louis. À Saint-Louis, il est envoyé dans un caveau parce que le réseau qui était sur Saint-Louis avait vidé un caveau au cimetière et il cachait les gens qui devaient partir en Suisse là-dedans. Et quand c'était l'heure d'y aller, il venait toquer sur la plaque de marbre. Donc Daniel Saiter, il est là-dedans, il attend, et puis il y a ce monsieur-là qu'on voit à côté de lui, donc le pied sur la brouette, René Fellmann d'Ilfurt, qui vient en vélo, qui lui dit c'est l'heure, il l'a pris sur le porte-bagages, il l'a emmené à la gare. Et à la gare de Saint-Louis, c'est quand même compliqué, parce qu'à la gare de Saint-Louis, il y a les trains qui partaient en Allemagne et il y a les trains qui partaient en Suisse. Et tout ça, c'était gardé. Et René Grinenberger s'est caché, alors ça je ne sais plus si c'est derrière un tas de terre ou un tas de charbon qu'il m'avait dit. Et au moment où le train démarrait, il fallait qu'il saute dans le train pour passer quelques minutes après en Suisse. Et c'est comme ça qu'il s'est évadé. Ça paraît simple, mais c'est très compliqué. Et puis après, il faut s'imaginer aussi l'état qu'il devait avoir, l'état mental qu'il devait avoir. Il avait vécu la nuit, donc déjà la préparation de l'évasion avec ses copains. Il avait vécu la nuit avec l'accrochage de ses poils hauts, la peur qui était toujours là quand même tant qu'il était en France. Et puis ce passage qui était l'espoir, mais qui aurait aussi pu, si un Allemand avait regardé le train ou avait mis le projecteur à ce moment-là sur le train, qui aurait pu tirer, quoi. Donc là, ils se sont revus quelques années après. Alors ça, c'est une photo quand René Grinenberger a construit sa maison à Ballersdorf. Il avait retrouvé René Fellmann. Et là, c'était à peu près quelle date, ça, quand il est passé en Suisse, par rapport à... Oh, c'était la même année. Hein. Ah oui, c'était la même année. Hein. Ça a été... Tout se passe très vite, hein, parce que... Oui. Alors... Bien sûr, il a appris que, bien plus tard, quand il était en Suisse, que ses copains avaient été fusillés. Tant qu'il était dans la ferme, il ne savait pas tout. Oui. Ça a pris 6 mois pour qu'il passe en Suisse. Oui, c'est ça, oui. Il a passé un été là-bas, c'est pour ça que le facteur a vu des choses se passer à la ferme, quoi. Ouais. Et puis, donc, cette histoire... est resté quand même, c'est quand même resté très lourd pendant des années. Hein, je pense que vous l'avez vécu. Hein, pendant longtemps, c'était pesant, hein, je pense, dans le village. Hein. Ma mère on parlait le dimanche, puis après on n'en parlait plus du tout. Et là, je me suis dit, j'aurais dû écouter à l'époque, et quand j'ai voulu savoir, elle m'a dit un jour... L'oswil, là, il avait dit qu'elle me dit ça.
Ouais. Ouais. Beaucoup de gens ont... Il y a eu... beaucoup de gens ont fait comme si le silence les protégeait, quoi. Non, il racontait au début, on racontait, puis à un moment donné, Au début, on était trop jeunes aussi Oui. pour comprendre, tout comprendre et Oui. écouter. Bien sûr, non, mais Tous les dimanches, c'était le repas du dimanche, vous avez quelqu'un, c'était ça. Oui. Et après, vous avez des bribes qui sont restées, et quand on aurait voulu savoir, interroger, eh ben, ils disaient, c'est pas tranquille, je vous donne mon père. Oui. Oui. C'est vrai que j'ai eu aussi le cas, quand j'avais été voir certaines personnes, certaines m'ont bien parlé. D'autres, non, écoutez, c'est passé, on veut plus, ça remue trop. C'est compréhensible. Et puis là, donc, on se retrouve quelques années après. C'est la photo de l'inauguration du monument, quoi. Il y a des journaux, c'est ça, qui sont dessus, là. Je pense. Vous n'êtes pas dessus? Ma mère, elle est dessus, hein? Comment? La blonde d'avant. Tu sais qui c'est les deux Alsaciens? Non? C'est Rosemary, C'est Marie-Rose. Marie-Rose. Ah, Je c'est crois, ça? et puis oui, et Liliane Philippe, je pense. En bas? Oui, Oui, mais ceux-là en haut. Ah bah, moi, je sais pas, je ne vois pas jusque-là. Et ça, c'est presque plus de pas d'accord. bah oui, mais... Je voudrais aller voir les Voilà. Cette photo, elle m'aura intéressée. Ouais, mais je peux vous l'avoir, il n'y a pas de problème. Après, aujourd'hui, voilà, Daniel Saïter m'a beaucoup aidé à remonter ce puzzle du passage de René Grinenberger, quelque chose qui manquait quand même. Et puis, pour en terminer avec cette évasion, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses de dites, beaucoup de choses décrites, beaucoup de choses, voilà. Moi, je ne juge pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de remonter cette histoire, de dire, voilà, on fait un devoir de mémoire, on essaye que ça ne tombe pas dans l'oubli. Mais on ne peut pas juger. Aujourd'hui, on ne peut pas juger, ce n'est pas possible. Il faut se mettre à la place des gens à cette époque. Alors, c'est tout simple. L'exemple, je le prends toujours sur l'incorporation de force. Vous avez un jeune, alors bien sûr, Ballersdorf à l'époque, il n'y avait pas encore toutes ces déportations. C'est venu après, mais vous prenez un jeune après Ballersdorf. Alors, il y a eu les époques où les malgré nous se sont quand même sentis très mal, hein, parce qu'on a fêté les libérateurs, on n'a jamais reconnu le malgré nous. Quand un Alsacien partait dans certaines régions de France, c'était entre guillemets un Boche. Moins. Mais ça existait, parce que c'était, de toute façon, vous avez été français, vous avez été allemand, vous avez toujours... Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a été incorporé de force, il y a eu des volontaires, hein. Il y a eu des volontaires, en France aussi, bien sûr, il y a toujours eu des volontaires. Mais après, voilà, c'est un autre régime. Mais moi, je pense qu'il faut juste penser à une chose. Quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, il reçoit sa lettre, il doit partir, il doit être incorporé de force. Il a deux solutions. Soit il passe en Suisse, déjà il ne connaît pas l'issue de la guerre, si tout se passe bien, il reviendra en héros. Mais s'il passe en Suisse, sa famille va être déportée. Et si sa famille ne revient pas, vous vous rendez compte le cas de conscience? Et d'un autre côté, s'il accepte de partir dans l'armée allemande, mais il peut se retrouver sur un front dans l'Est et ne pas revenir lui. Donc je vous laisse imaginer quand même ce qui devait passer dans la tête de ces jeunes à cette époque. On n'en parle pas à l'école de ça. Mais moi, l'histoire, c'est pas que les faits, c'est pas que ça. Moi, j'aime bien interroger les gens, interviewer les gens, j'aime bien les écouter parce que à quoi vous avez pensé? Qu'est-ce qui vous est passé dans la tête? Faut vraiment se mettre dans le contexte de l'époque, de se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer si je prends cette décision? Est-ce que la décision que je prends est la bonne? Est-ce que c'est la mauvaise?
Aujourd'hui, c'est facile à dire quelle était la bonne décision. Mais à l'époque, personne ne pouvait la dire. Et c'est ça qui est violent dans cette histoire de l'incorporation de force. C'est pas qu'une histoire d'histoire ou de... Ça rentre plus dans l'humain, dans la psychologie de la personne, de se dire mince, mais tout ça, quoi qu'ils prennent comme décision, ça les a suivis toute leur vie. C'est quelques années, quelques minutes, quelques heures, quelques jours ont suivi une vie. Ouais. Oui. Tous ces jeunes qui étaient jusqu'à la classe 1922, pourquoi sont-ils restés au village alors que tout le monde savait déjà avant d'aller avoir la guerre? Pourquoi ne se sont-ils pas engagés dans l'armée française et pourquoi ont-ils fait de l'attentisme? C'était pas de l'attentisme. C'était des gens, non, c'était des gens qui se sont retrouvés dans un régime annexé. Si demain on est envahi par un pays ou un autre pays, est-ce que tous les jeunes partiront? Vous savez, quitter aussi un pays, on arrive à la même chose qu'en 1872. Je quitte ma région, j'abandonne tout. Les gens, c'était quoi à l'époque? Le Sungo, c'était pas l'Eldorado suisse. Le Sungo, c'était des paysans. C'était des gens qui tenaient à leur terre, à leur forêt. Et c'est des gens qui n'avaient que ça. Donc s'ils partaient, ils faisaient le mauvais choix, ils n'avaient plus rien. Et l'armée française... Par exemple, le maire de Galsfield, Ouais. il s'est engagé en 1938 dans l'armée française. Bien sûr, mais oui, mais en 1938, on est avant la guerre. Michel Galsfield, lui, s'est engagé en 1938 Mais on est avant, dans l'armée française. on est avant l'annexion. Oui, mais bon, tout le monde savait qu'il allait y avoir la guerre. Oui, C'est un secret polichinelle. mais on est avant l'annexion. Mais C'est difficile, hein, je vous dis, c'est vraiment des cas de conscience et c'est pas facile. Hein. militaires. Les gens ont fait 2 ans. Hein. Moi, je peux pas. 2 ans. Et ils ont été rappelés en Moi, j'ai interviewé plein de personnes. Moi, je mais je suis pas capable personnel, de vous dire. rappelé en 39, il est parti en Arabie. Je suis pas capable de juger les décisions prises. Ah bah oui. Non, mais je dis pas, mais ils étaient déjà. Ils étaient déjà dans l'armée sans s'être engagés. D'accord. Il y avait déjà un frère sur le front aussi. Qui est revenu? Enfin, Oui. c'est pas une question, mais aujourd'hui on peut se poser la question si en Crimée et dans le Donbass on n'est pas dans la même situation. Ben, quelque part, oui. Aujourd'hui, on voit que... Ben, on voit ce qui se passe en Russie, hein, les convois de personnes qui s'en vont, forcément. Donc, si vous voulez le micro, vous me le demandez. Oui, je voulais vous dire, ma grand-mère Oui, allez-y. ma grand-mère et grand-père qui habitaient à Val-Dieu-Lutran Oui. ont perdu 3 garçons pendant la guerre. 3. Oui. Dont un en Russie. Et ma mère a toujours, ma grand-mère, déjà voulu savoir s'il avait une tombe à lui, ou s'il était dans une fosse commune, ou comment savoir ça. Et on a fait des recherches. On a fait des recherches pendant 12 ans. Et après 12 ans, j'ai eu une réponse très très précise de la part d'une organisation allemande qui nous a dit que lui, il est là, là, là. Alors, c'était très difficile parce que après l'Ukraine est devenue indépendante, Oui. donc les noms des villes ont changé. C'était très très difficile. Mais quand on a su exactement où il était, le dernier, l'autre bombardement de Mannheim et l'autre, j'ai plus dans la tête. Et nous sommes allés là-bas. Vous y avez été? On est allé voir. On est allé en Ukraine il y a 6 ans. Et je peux vous dire que, bon, quand vous voyez le nom, hein, Oui. sur cette stèle, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Oui. C'est fou. Et j'ai retrouvé des noms
de personnes de mon âge que je suis allée voir. J'ai dit, j'ai vu la stèle de votre fils, de votre frère, etc., etc. Voilà. Et maintenant, ils sont, les parents, les grands-parents étaient à Lutran-Val-Dieu, on les a rapatriés à Féterousse parce qu'il n'y avait plus personne là-bas pour s'occuper. Oui. Et donc, ils sont décédés, ils sont enterrés à Féterousse. Et lorsque j'ai trouvé cette tombe en Ukraine, j'ai dit, bon, maintenant, je sais où il est. Les autres, je sais où ils sont à Lutran-Val-Dieu, mais il n'y avait plus personne pour s'en occuper. Je les ai expatriés. J'ai eu l'opportunité d'avoir la tombe à côté des parents. Et j'ai dit, ben voilà, maintenant ils sont ensemble au cimetière, au lieu d'être ensemble dans la vie. Quoi. Oui. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a eu Oui, beaucoup de gens ont eu beaucoup pour en de revenir difficultés. aux gens de Ballersdorf, là, je connaissais très bien la sœur de Dietemann. Oui. Très bien. Lui, elle était mariée à l'inspecteur des douanes à Féterousse. Elle habitait Féterousse. Ils avaient construit à Féterousse. Et elle nous avait dit qu'ils ont cherché donc son frère. Ils l'ont mis à Schirmeck, ils l'ont pendu vivant à un crochet. Non, oui. Il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient dites, mais ils ont été fusillés. Voilà. Parce qu'on retrouve ça aux archives de Schirmeck. Et puis bon, après, moi je suis une fille de la guerre, je suis née en 41. Mes parents avaient un restaurant à Féterousse, avec des chambres, 8 chambres. Il y a des soirs, il y avait des Grenzschutz dans une chambre et dans l'autre chambre, il y avait des gens qui voulaient s'évader. Oui. Alors, quand il y avait pleine lune, ils passaient des fois 8 jours dans la chambre. Il fallait vraiment faire très attention. Et quand mon père est décédé, il y a un boucher de Colmar qui a encore écrit pour dire merci parce qu'il est venu en vélo et on l'a amené de l'autre côté. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus. On avait un passeur, mais il aurait mérité une médaille. D'ailleurs, on voulait lui en donner une, il a refusé. C'était un monsieur qui était un célibataire qui travaillait sur les montres en Suisse et qui était chez nous comme ça, il nous donnait des coups de main. Il prenait les personnes avec les landaux, avec des enfants dedans, entre 2 Grenzschutz dans la forêt. Il les emmenait en Suisse. Incroyable. Non, ils ont vraiment eu... Des dizaines et des dizaines de personnes qu'il a sauvées comme ça. C'est des gens qui ont pris Sur la ferme du Largent, là, il en est passé, j'étais ce matin. J'étais là-bas. Enfin, voilà. C'est des décisions qui ont été prises très vite, mais c'était des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Les passeurs étaient quand même... Après, tous les passeurs n'ont pas eu la chance. Bon, les vrais passeurs, ça c'est autre chose. Oui. Mais les gens qui étaient bénévoles comme ça, qui bénévolement faisaient ça pour... Beaucoup le faisaient bénévolement. Après, il y a eu des passeurs qui ont eu moins de chance. Il y a eu un passeur à Réchésy qui lui est tombé sur 2 évadés, donc Chalmet, qui s'est fait abattre. Voilà, qui s'est fait abattre par des Allemands qui se sont fait passer pour des évadés. Oui. Il y a eu plein de drames sur la frontière. Oui. Et cette histoire de Ballersdorf, je ne sais pas, on avait toujours dit... Ballersdorf, c'est... Oui, quelque part... J'ose même pas trop le dire, mais ça au restaurant, on entendait beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses. Et un ami restaurateur de Seppoint nous avait dit, ils ont bu avant de passer. Et ils n'auraient pas dû boire. Vous savez Si. Et les Allemands qui les ont vus passer, parce que c'est eux qui ont tiré les premiers, les jeunes de Ballersdorf. Qui peut le dire Qui peut le dire? Oui, ça a été dit. Ça a été dit. Oui, vous savez. Et donc, les Allemands ne voulaient pas les voir passer. Ils ne voulaient pas les voir passer. Et alors, il y en a un qui a tiré, évidemment, les autres. Mais vous savez... Est-ce que ça, on a entendu dire plusieurs fois? Je ne l'ai pas seulement entendu une fois. Aujourd'hui... Et le restaurateur, pardonnez-moi, le restaurateur de Seppoint, il avait dit, bu à votre médiat, ça n'est très légal. Oui, mais vous savez,
Aujourd'hui, Alors, est-ce c'est... qu'ils étaient encore dans tous leurs trucs avant de passer? Regardez, aujourd'hui vous avez un accident de voiture, un jeune qui va se tuer. On va tout de suite dire il a bu, il a roulé trop vite. Il y a des jeunes qui ne boivent pas, qui ne roulent pas vite et qui se tuent. Après, boire, il faut se mettre dans le contexte. Je pense que c'était aussi peut-être un moyen de se donner du courage. Peut-être, oui, ils étaient contents d'arriver vers la fin. Voilà. Vous savez, un soldat qui sortait des tranchées. On est dans le jugement. Oui. On avait dit qu'il ne fallait pas juger. Voilà. Mais vous savez, un soldat. Mesdames, Messieurs, j'aimerais avant tout féliciter Vincent hier pour son exposé. Il est vraiment super, Vincent. Bravo. Merci. Et tout à l'heure, je vais quand même vous parler un peu de Daniel Saiter. Parce que, à travers la Légion d'honneur, je l'ai rencontré depuis 2000. Il était officier à partir de 98. Et puis, Daniel, c'était un grand homme. Un grand homme par sa taille, c'était une armoire à glace. Par son cœur aussi. Il avait le cœur sur la main, petit. Et aussi un grand résistant. Il a montré à la France ce qu'on veut faire pour résister. Donc Daniel, je l'ai vu à Mulhouse, au fait de la Légion d'honneur, comme j'étais aussi au bureau là-bas et puis au comité. Et il a terminé sa fin de vie à Lupach, au centre de repos de Lupach. Et là, il était, je crois, 3 ou 4 ans. Et tous les 15 jours, j'allais le voir, parce que c'était vraiment un type intéressant à écouter. Il m'a parlé de cette tragédie de l'évasion de Palestine, comme si c'était hier, il avait 98 ans. Hein. Ouais. Et il a dit, ces jeunes, ils étaient un peu imprudents. Je ne sais pas. On peut le dire, personne ne le sait. Mais ils étaient courageux de partir. Ils n'avaient pas misé sur le bon cheval cette nuit-là. Hein, comme tu l'écris, Vincent, dans ton petit mot. Et puis, il m'a raconté l'histoire de René Linenberger, comme il a organisé son évasion vers la Suisse, et surtout son parcours après vers le camp de Buren-Unterhaar, où il était lieutenant d'une section du GMA, parce qu'il est venu avec le GMA libéré de Sungo. Alors pour en finir, Daniel, comme dit, c'était un chic type. J'aimais l'écouter, hein. Il était franc, il était vraiment passionnant à écouter, hein, je vous dis. Et puis, il m'a dit, je lui ai dit une fois, écoute Daniel, on se tutoyait à la Légion d'honneur, écoute, tu méritais d'être commandeur de la Légion d'honneur. Alors il me dit, Robert, écoute, les médailles, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait que mon devoir de citoyen français. J'ai admiré cette parole. J'ai dit, chapeau, chapeau, Daniel, tu as fait ton devoir, c'est vrai. Et nous avons encore eu la joie de fêter son centenaire à Lupach, une délégation de la Légion d'honneur avec sa famille, surtout Martine, qui était pratiquement tous les 2 jours le visiter à Lupach. Et pour en finir, vous pourrez admirer ces décorations à la chapelle de Grunenwald, où elles sont exposées. Au mur arrière, vous pouvez voir Daniel Saiter avec ses décorations militaires et les décorations de la Légion d'honneur. Il a écrit un livre. Hein? Ça finit. C'est... Il y a quelqu'un... Il a écrit un livre. Il a écrit un livre, je l'ai. Oui, 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 tout à fait.
Donc, un peu l'histoire que j'ai bien connue, Daniel Saïter. Et encore une fois, félicitations à ça. Merci. Bonjour. Je pense qu'il y a une partie de l'Assemblée qui me connaît. Je suis le fils de René Kuhlenberger. Voilà, donc je remercie d'abord M. Ayer pour sa présentation. Je tiens à lui dire qu'il a eu beaucoup de chance que mon père accepte de lui parler, parce qu'il n'a accepté que quelques entretiens pour raconter son histoire, et en tout cas, ensuite, il n'en parlait absolument jamais. Voilà. Pour les gens qui sont dans le jugement, je pense que vous avez dit qu'on ne refait pas l'histoire 80 ans après. Dans les conditions, ces jeunes qui sont partis, un peu vraisemblablement mal préparés à la catastrophe, savaient que de toute façon, on allait les chercher dans les jours qui suivaient. Donc c'est simple aujourd'hui de dire qu'ils auraient pu se préparer, etc. Ils n'avaient peut-être pas une semaine pour chercher un passeur. Donc voilà, moi je pense qu'on doit d'abord le respect à la mémoire des morts, ceux qui sont dans le 17 février. Mon père qui est mort en 2000 et qui a dû porter toute sa vie le fait d'être le seul survivant. Et croyez-moi, c'était pas simple. Voilà. Je tiens juste à souligner, parce qu'il y a une petite imprécision, la madame qui avait posé la question. Donc la famille Kuhlenberger a aussi été déportée. Ah, d'accord. Mes grands-parents, mon oncle, ma tante, tous étaient déportés en Allemagne. Mais plus tard. Pardon ? Plus tard que. Non, en même temps. Ah, en même temps. C'était d'ailleurs sur la diapositive. Oui, c'est pour ça, c'était C'était sur la liste. Voilà. Donc moi, je ne connais pas plus de détails que ce que vous avez raconté. J'ai même appris une histoire du facteur, ça je l'ignorais, donc voilà, j'ai encore appris un petit quelque chose, mais pour moi, donc j'ai dû reconstituer cette histoire en piochant à droite, à gauche, et à gauche, j'ai rencontré M. Saïter, j'ai assisté à une de ses conférences, j'ai essayé de me présenter, mais malheureusement, je crois qu'il n'a pas compris qui j'étais, donc ça fait rien, en tout cas moi j'ai profité effectivement de son discours, et voilà, comme ça, on reconstitue les choses. Ce que je peux peut-être ajouter, bon, il y a des gens qui le savent, après la guerre, c'était évidemment trop difficile pour lui de rester au village. Donc, on a mon arrière-grand-père qui est parti en région parisienne. Ça illustre aussi l'histoire de l'Alsace, puisque mon arrière-grand-père est parti en 1870 parce qu'il refusait de devenir allemand. Et donc, il est parti en région parisienne. Ensuite, quelques années après, il a construit un immeuble donc à Villemont, en Seine-Saint-Denis. Et donc, après la guerre, c'est un oncle, Eugène Zimmermann, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de la famille ici. Et donc Eugène Zimmermann, qui lui est parti travailler à Paris, qui a donc proposé à mon père de venir le rejoindre. Voilà. Mon père s'est fait embaucher dans police, il était gardien de la paix, ce qui n'était pas du tout la vie qu'il souhaitait. Et en région parisienne, pour, on va dire, s'en sortir, il cultivait quelques petits jardins. Il est revenu à Bayersdorf en 1970, donc il a construit sa maison, mais les fleurs, on a même une photo, voilà. Et il a été élu maire quelques années plus tard, et il a fait combien de mandats. Donc pour moi, tout le monde ne me connaît pas parce que j'ai passé assez peu de temps à Bayersdorf, puisque je suis né en région parisienne. Quand on est revenu en Alsace, j'étais en internat, donc peu suivant au village. Et donc on a habité vraiment avec mon épouse de 1984 à 88. C'est les seules années où on était vraiment présents. Après, la suite, j'étais en visite chez mes parents de temps en temps. Voilà. Si vous souhaitez un peu plus de précision, oui. Merci. Je vais vous raconter un peu le souvenir que j'ai de ma mère, par Louise Bolloronius.
Alors, lors de notre arrestation, donc en février, on n'avait pas de valise. On a fait nos baluchons et mis à manger dans le cabas. On avait plusieurs couches d'habits. En arrivant à Schirmeck, j'ai pu cacher une miche de pain. On a reçu une douche, la seule et unique de notre vie. J'ai vu un jeune, crâne rasé, assis sous une gouttière et l'eau coulait goutte à goutte. J'étais dans un atelier à côté de Mommy c'est maman. Je cousais des boutons et raccommodais. Dans la baraque, je faisais des lits, une cheftaine contrôlait. À Schirmeck, on avait faim et froid. Maintenant, encore une autre de Voloronussmark, c'est les deux sœurs. Hein. Elles étaient avec ma mère. Voloronussmark a rejoint sa sœur et sa mère à 16 ans parce qu'il fallait avoir 16 ans pour aller à Schirmeck. Donc raconté par Voloronussmark. J'ai rejoint mon lit et ma sœur mi-juin 43. Marie-Aurélie Voloronus de Valersdorf m'a accompagnée en train jusqu'à Mulhouse. La femme de Sepp, c'est son voisin, m'a fait un signe de la main de sa cuisine parce que le train passait derrière. À son retour, elle était morte. Nous nous sommes retrouvés toutes les trois au camp de Schelklingen. Je dormais au niveau 3 car j'étais jeune. En bas, il y avait les femmes et les bébés et les plus vieux. Il fallait plier la couverture d'une certaine manière et ne pas la salir. Nous avons quitté le camp de Schelklingen pour travailler dans une usine à Donsdorf. On logeait chez un couple qui avait 3 garçons et une fille, 2 garçons au front russe. La propriétaire m'emmenait à la messe le dimanche. Je devais prier pour que les bombardements s'arrêtent au-dessus de l'Allemagne et pour que l'Allemagne gagne la guerre. Je pensais et priais ce que je voulais. Je faisais aussi le salut hitlérien quand il le fallait. Défense de parler aux prisonniers français, on le faisait quand même. À la fin de la guerre, à l'usine, on plongeait des pièces de métal dans un liquide jaune et visqueux. On portait un tablier en plastique. On ne savait pas ce que l'on fabriquait. J'avais mal au ventre et des nausées. Nous avons été libérés par les Américains fin avril 1945. Donc elles sont arrivées à Valersdorf, je crois, le 8 mai. À Strasbourg, les déportés sont montés dans un train avec des banquettes. Mais un UI Sabon, SNCF, a dit « Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas de ticket. Vous n'avez pas de ticket. » Alors on a voyagé dans des wagons à bestiaux. À Valersdorf, tout était dévasté. On n'avait plus les garçons, les frères. Il a fallu beaucoup de courage pour tout recommencer. Voilà comment on l'a raconté. C'est des témoignages qui sont pas mal.